Bonjour à tous. Est-ce que vous m'entendez bien? Ok, nickel. Eh bien, bienvenue. Merci de prendre un petit peu de temps aujourd'hui sur votre visite du salon pour assister à cette conférence qui est organisée du coup par EcoCO2. Le sujet d'aujourd'hui, je pense que vous l'avez vu et c'est pour ça que vous êtes venus, c'est qu'on va discuter de la sobriété énergétique, principalement dans le secteur tertiaire en France, et on va vous présenter des étapes clés qu'on estime chez EcoCO2 pertinentes pour pouvoir initier une démarche de réduction de vos consommations d'énergie. Donc moi, c'est Lucas Pham, je suis chargé d'affaires chez EcoCO2 et je suis honoré de prendre la parole devant vous aujourd'hui. Avant de commencer, EcoCO2, qui sommes-nous et que faisons-nous? Eh bien, ça fait un petit peu plus de 10 ans qu'on va accompagner tout type de public dans la réduction de leur empreinte environnementale. Notre objectif, c'est vraiment de pouvoir accompagner tout type de public, citoyens comme organisations, à agir à leur échelle. Donc vous l'aurez compris, on intervient sur le domaine du climat, mais aussi principalement de l'énergie, de la mobilité durable et du transport. On se positionne aujourd'hui à la fois en tant que bureau de conseil, de consulting. On va vous aider à élaborer votre stratégie climat. Ça peut commencer par l'étude de votre impact, mesuré via un bilan d'émissions de gaz à effet de serre, sous le forme d'un bilan carbone, un audit énergétique pour identifier votre situation de référence, définir avec vous vos objectifs et le structurer autour d'une stratégie et d'un plan d'action climat. Donc en fait, quelle que soit votre maturité aujourd'hui sur la thématique, que vous ayez déjà fait ces étapes, on peut vous aider à structurer votre philosophie et votre stratégie, ou on peut intervenir en amont pour déployer des solutions concrètes. Parce que chez EcoCO2, on travaille aussi à la création de certaines solutions directement. On est notamment un organisme de formation certifié Calliope aujourd'hui. Je dis certifié Calliope, donc c'est intéressant parce que déjà, ça va attester de la bonne qualité de nos contenus, notamment parce que c'est un label qui est référencé, mais surtout, il vous permet, si ça vous intéresse, d'aller mobiliser certains financements via vos OPCO, par exemple, dans vos plans de formation. Vous pouvez vous renseigner, rapprocher de vos ressources humaines, qui sont sûrement au courant de tout ça, mais aussi des dispositifs comme le FNE Formation, qui finance aujourd'hui au minimum 50% des formations éligibles sur la thématique de la transition énergétique. Donc on va intervenir sur cette partie formation, sensibilisation, structurer votre stratégie climat, mais aussi proposer des sensibilisations, on va dire, un petit peu plus ludiques pour mettre un premier pas dans l'énergie et venir impliquer vos collaborateurs. On a notre stand qui est juste ici, à ma droite et du coup à votre gauche, où on vous fait d'ailleurs une démonstration de notre jeu qui s'appelle Wattline et qui est une bonne entrée en matière pour comprendre les ordres de grandeur sur la question de l'énergie. Au niveau de cette présentation, donc on va commencer par, de façon très originale, contextualiser un petit peu le secteur tertiaire, ce qu'il est en France, ce qu'il représente en termes d'économie d'énergie aujourd'hui. Et après, pourquoi passer à l'action? Quels bénéfices on a à tirer d'intervenir sur cette maîtrise de sa consommation énergétique? Et bien sûr, comment le faire? La partie, je pense, que vous attendez le plus, les différentes étapes clés. Le secteur tertiaire, en France, en 2021, il représentait 16% des consommations totales au niveau national. Pourquoi est-ce que ce chiffre il est intéressant? C'est parce que de manière un petit peu intuitive, on se dirait que le secteur tertiaire, ce n'est pas des activités très polluantes. On va être plutôt sur de l'activité de bureau et qu'il n'y a pas forcément d'économie à aller chercher. Et pourtant, 16%, un gisement mine de rien assez conséquent et qui peut nous permettre, si on agit correctement dessus, d'aller atteindre nos objectifs nationaux qui ont été fixés pour réduire notre empreinte environnementale. On consomme de l'énergie de manière conséquente donc dans le secteur tertiaire, à son échelle en tout cas. Et quelles sources d'énergie sont principalement représentées? Sans grande surprise, l'électricité à plus de 50%, auquel on va pouvoir venir mixer différentes autres énergies, par exemple du gaz naturel, du fuel pour les notions de chauffage, et d'autres énergies qu'on ne va pas développer aujourd'hui parce qu'elles sont de moins en moins utilisées, parce qu'elles sont de plus en plus polluantes, et qu'on essaye du coup de limiter notre impact. Donc le secteur tertiaire, un secteur mine de rien consommateur, un secteur où on agit beaucoup sur l'électricité, et ce que ça représente aujourd'hui. Pour vous donner des exemples, où est-ce qu'on va utiliser cette énergie? C'est le chauffage qui est le premier poste de consommation, avec près de 40% de la consommation globale. Derrière sont les usages spécifiques. Usages spécifiques, qu'est-ce que ça peut bien être? Ce que ça représente, ça va être par exemple la bureautique, la production de froid alimentaire si on est un commerce, ou encore vos dispositifs d'éclairage qui rentrent dans cette partie usages spécifiques. Suivi derrière donc, de l'eau chaude sanitaire, 10% sur lequel on va également pouvoir agir. Alors tous ces chiffres, toutes ces données, elles sont bien, mais elles sont peut-être pas forcément très parlantes. On vous rappelle, notre cœur de métier chez EcoCO2, c'est de créer de l'engagement. Et pour pouvoir être engagé et impliqué dans une telle démarche, il faut comprendre un petit peu avec des chiffres qui sont plus parlants. Le tertiaire, vaste sujet, beaucoup d'activités différentes et du coup des usages de l'énergie différents. Je vous ai présenté des premiers exemples, donc avec 42% on rappelle sur le chauffage, mais en fonction de ce que vous faites réellement, il va falloir quand même porter une attention particulière de votre activité. Par exemple, un local à usage de bureau, on va bien avoir donc cette partie chauffage, donc le premier poste d'émission, la bureautique, les fameux usages spécifiques dont on parlait, et derrière d'autres activités.
Par contre, si on s'intéresse à un commerce alimentaire, je parlais du froid commercial, c'est là, cette fois-ci, où on va avoir la plus grosse consommation. Ce qu'il faut retenir, et l'idée principale, c'est qu'il y a des grandes tendances, des chiffres moyennés qui existent, mais il faut s'intéresser à vos propres usages en fonction de vos activités et de vos équipements pour savoir où aller chercher vos économies. Une consommation d'électricité importante, ce que ça représente en ordre de grandeur, si on se part sur des locaux à usage de bureaux qui font environ 1000 m², eh bien c'est 146 MWh par an. Traduit en euros, ça représente près de 20 000 euros de budget d'exploitation pour alimenter en électricité ce bâtiment. Un commerce, lui, on a estimé qu'il faisait environ 400 m², en guise d'exemple. On va être sur une consommation qui est moins importante, 84 MWh, mais qui représente, mine de rien, encore une fois, un dispositif et une source de coûts importante, 12 000 euros par an. La bonne nouvelle pour vous, c'est qu'on peut faire des économies, que ce soit sur notre énergie ou du coup sur ce qu'elle représente en termes d'euros. On estime aujourd'hui qu'en moyenne, avec des actions simples, on peut atteindre 10% de sa consommation en réduction. Je parle d'actions simples. Nous, notre cœur de métier chez EcoCO2, ça ne va pas forcément être l'efficacité énergétique. On ne va pas partir sur du changement de système de chauffage, de climatisation, de la réisolation de votre bâtiment. On va rester sur des actions simples, des éco-gestes que vous pourrez déployer à moindre coût et pour commencer à atteindre déjà des réductions. Et on le voit, 10%, c'est pas rien. On a déjà plusieurs milliers d'euros d'économies par an. Donc pourquoi passer à l'action? On l'a vu, un premier lien direct, maîtriser son énergie, c'est aussi maîtriser ses coûts. Maîtriser ses coûts sur l'énergie, sujet d'actualité. On a vu une hausse des prix de l'énergie. On avait d'ailleurs une étude de l'INSEE qui avait conjecturé qu'en 2023, le coût de l'énergie pour les professionnels augmenterait de 84%. En réalité, on n'a pas atteint ces 84%, on s'est plutôt plafonné aux alentours des 15%, notamment grâce aux dispositifs qui ont été mis en place, comme le bouclier tarifaire à destination des professionnels. Mais ça n'en demeure pas moins une augmentation qui a été vue et qui a été ressentie par de nombreux acteurs du secteur. Donc maîtriser ses consommations, ça permet d'économiser des kilowattheures à l'instant T, mais un kilowattheure qu'on va économiser aujourd'hui, c'est également un kilowattheure qu'on ne va pas dépenser demain. Et comme la tendance du prix de l'énergie ne va pas vers la baisse, on est plutôt sur une tendance à continuer à croître au fil des années, eh bien chaque kilowattheure donc économisé aujourd'hui fera encore plus d'économies, en tout cas de l'argent non dépensé demain, et vous permettra de maîtriser vos coûts et de rester, pourquoi pas, à des factures qui sont plutôt stables, malgré une augmentation derrière du prix du kilowattheure. Donc maîtriser son énergie, ça implique de maîtriser ses coûts, ça permet de faire des bénéfices de ce côté-là, mais c'est évidemment pas la seule raison et pas le seul bénéfice qu'on va trouver à agir sur sa consommation énergétique. Réduire son impact environnemental, sans grande surprise, le salon aujourd'hui EnviroPro, on est là pour en parler. Eh bien, si on veut remettre un petit peu des chiffres, encore une fois, pour se rendre compte de ce que ça représente, si on reprend notre exemple du bureau de notre local de 1000 m² à usage de bureau, eh bien c'est presque 13 tonnes de CO2 qui sont émises chaque année. 13 tonnes de CO2, ok, c'est parlant, mais ça représente quoi? 60 000 km en voiture. 60 000 km en voiture, c'est 60 fois la distance Lille-Marseille qui a été faite dans l'année. Donc c'est pas rien. Et pour l'anecdote d'ailleurs, si vous cherchez sur Google Maps, le trajet Marseille-Lille fait pile poil 1000 km. Voilà. J'ai vérifié pour ne pas vous dire de bêtises avant de venir. Donc réduire son impact environnemental, maîtriser ses coûts. Et il y a également un point de vue qui est intéressant aujourd'hui quand on réduit son impact environnemental, c'est qu'on sait que les différentes parties prenantes vont être particulièrement sensibles et apporter une attention aux entreprises qui rentrent dans des cercles d'action plutôt vertueuses, comme la réduction du coût de ses consommations énergétiques. On le voit, c'est près de 80% des consommateurs qui déclarent être impactés et influencés en tout cas par le caractère responsable d'une marque. Une bonne politique environnementale, un super argument de marketing et de communication externe, c'est vrai, c'est acté maintenant, je pense que plus grand monde le remet en doute. Mais ce qu'on oublie souvent, c'est que ça peut être aussi utile en interne, notamment pour fédérer ses équipes autour d'une thématique, l'énergie, qui va être transverse dans toute votre entreprise. Et vous pourrez du coup rapprocher des gens qui n'ont pas l'habitude de travailler ensemble et créer ainsi des dynamiques. Parce que tout le monde a un intérêt et tout le monde a un impact sur la consommation énergétique d'une entreprise, on le verra par la suite. Et bonus, à moitié entre l'interne et l'externe. Donc il faut savoir que l'environnement, c'est la première préoccupation des jeunes travailleurs de moins de 35 ans. Donc si vous avez envie d'attirer des nouveaux talents, eh bien n'hésitez pas à le mettre en avant. Apparemment, ça fonctionne plutôt bien. Donc c'est très bien. Réduire sa consommation, pourquoi dans le secteur tertiaire? On le rappelle, parce qu'on a quand même des gisements à aller chercher et un potentiel d'économie important. Ça se traduit aujourd'hui notamment par le dispositif éco-énergie tertiaire, donc qui a été mis en place par l'État, qui prouve qu'il y a un réel intérêt à agir sur ce secteur. Plusieurs raisons. Maîtriser ses coûts, réduire son impact environnemental, être plus attrayant pour ses parties prenantes, en interne comme en externe. Mais du coup, comment faire pour réussir à réduire
convenablement et de manière durable sa consommation, eh bien, on va vous présenter aujourd'hui 5 grandes étapes. Donc c'est ce schéma qui va nous suivre tout au long de la conférence et jusqu'à la fin, et on va détailler chacune des étapes. Donc connaître, comprendre, agir et mesurer. Je vous en parlais de 5, vous en avez que 4, et en fait on l'a mis de manière centrale pour nous, c'est impliquer les usagers. Impliquer les usagers, ça peut se faire à tout moment, et il y a des réels bénéfices à le faire pour maximiser en tout cas les résultats qu'on va atteindre dans sa politique de réduction de sa consommation énergétique. On verra donc à chacune de ces étapes-là comment les impliquer et de quelle manière pour en tirer les bénéfices maximum. Premièrement, comprendre, connaître sa consommation. Il faut voir qu'un bâtiment, un établissement, c'est 2 éléments principaux. Premièrement, des équipements qu'on va avoir et deuxièmement, des occupants qui, eux, vont utiliser ces équipements et qui, du coup, auront un impact direct sur cette consommation. Impliquer les occupants, donc, ça permet de récolter des informations importantes sur le fonctionnement du bâtiment. Du coup, comment est-ce qu'on va s'y prendre? Premièrement, on va faire un état des lieux un petit peu technique des équipements qu'on a à disposition. Est-ce qu'on a un système de chauffage? J'imagine que oui aujourd'hui, mais dans ce cas-là, quel est-il? Quelle source d'énergie utilise-t-il? Est-ce qu'il est programmable? Est-ce qu'il est piloté par une seule personne ou un seul service, à la maintenance par exemple? Est-ce que les usagers ont la main dessus? Est-ce que c'est eux qui peuvent le régler? Donc tous ces éléments-là, faire un petit peu le listing de j'ai un chauffage, j'ai une climatisation, j'ai un éclairage, comment est-ce qu'ils fonctionnent, quelles sont leurs caractéristiques. Première étape, les équipements techniques de votre bâtiment. Deuxième étape, allez interroger les occupants pour savoir, eux, comment les utilisent. Par exemple, je parlais du chauffage, si c'est eux qui ont la main, et bien, comment est-ce qu'ils le programment aujourd'hui? Est-ce qu'ils ont plus ou moins 3 degrés de variation? Est-ce qu'ils ont la possibilité de le mettre à 22 s'ils le souhaitent, à 17? Tout ça, ça va nous permettre de comprendre comment fonctionne notre bâtiment aujourd'hui. Donc première étape, identifier ces équipements et ces usagers pour savoir quelles mains ils ont et où est-ce qu'on va pouvoir agir. On rentre ensuite dans le cœur du sujet, c'est consommation. On connaît notre situation de base, maintenant il faut s'intéresser à ce qu'on consomme aujourd'hui. En fait, cette étape, elle va vraiment nous permettre de faire un état des lieux initial de notre situation pour savoir d'où on part, mais aussi définir du coup où est-ce qu'on va vouloir aller et de quelle manière. Ce qui est super sur les consommations, c'est qu'il y a un outil, quelque chose qu'on a tous, c'est des factures d'électricité, notamment. Aujourd'hui, tous les fournisseurs vous mettent à disposition vos factures et c'est un document qui a pour avantage d'être du coup simple d'accès et notamment d'avoir un historique important. Vous pouvez remonter sur plusieurs années, plusieurs mois en étudiant vos consommations. Quelques informations qui sont utiles et qu'on va retrouver facilement. Votre période de facturation, est-ce que vous êtes plutôt facturé de manière mensuelle, de manière trimestrielle, mais aussi quel impact va avoir la temporalité dans l'année au niveau de votre consommation. Comprendre ce qu'on paye aussi. Comment est-ce qu'est calculé notre coût de notre facture au total, un coût fixe et un coût variable en fonction de ce qu'on a consommé. Votre consommation par plage horaire, peut-être que vous avez des contrats avec différentes tarification en fonction de l'horaire et vous allez pouvoir identifier du coup à des moments s'il y a peut-être des usages que vous pouvez d'ores et déjà délayer pour économiser un petit peu de l'argent, pas d'énergie pour le coup parce qu'il va quand même fonctionner mais notamment au niveau financier ça pourrait être intéressant. Et dernier élément, puissance souscrite et puissance maximale, c'est ce qui va conditionner souvent la partie fixe de votre contrat. Il y a beaucoup d'optimisations qui sont possibles de faire quand on s'y intéresse. Parfois nos contrats sont mal calibrés par rapport à nos usages réels et encore une fois on peut venir faire des économies là-dessus. Les factures, donc super point de départ quand on veut initier une consommation, une étude sur ces consommations. N'hésitez pas vraiment à vous y intéresser. Elles sont parfois un petit peu complexes, donc ça prend un petit peu de temps. Vous pouvez aussi vous faire accompagner par des conseillers énergie qui sont à votre disposition. On peut aller plus loin dans la mesure de ces consommations pour les avoir de manière plus fine. À ce moment-là, 2 grandes méthodes qu'on vous propose aujourd'hui. Réaliser des campagnes de mesure qui vont être ponctuelles. On va venir avec des wattmètres ou des pinces ampérimétriques, calculer et plutôt identifier la consommation de chacun des équipements. Ça nous permet encore une fois d'avoir une situation initiale qui est assez précise. Ou deuxième solution, instrumenter son compteur. Vous avez plein de solutions qui existent aujourd'hui, qui ont l'avantage d'être assez accessibles et parfois peu coûteuses. Venir positionner un capteur tout simplement sur votre compteur pour avoir un relevé plus précis de vos données en temps presque réel et une finesse du coup qui est plus importante que si on avait juste des mesures ponctuelles dans le temps. On en propose d'ailleurs une chez EcoCO2. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à venir en discuter avec nous. Cette première étape, donc de connaître, elle nous permet d'avoir un état des lieux précis. Donc, qu'est-ce qu'on a comme équipement dans notre bâtiment? Comment est-ce qu'ils sont utilisés? Comment est-ce qu'ils sont paramétrés? Est-ce que nos usagers ont la main dessus? Et du coup, on va pouvoir voir où est-ce qu'on peut agir.
Une fois qu'on a tout ça, l'important c'est de pouvoir comprendre, vraiment de les faire parler, ces données, qu'elles veuillent dire quelque chose. 17 kWh sur la journée du 7 février, c'est bien, mais 17 kWh, quand est-ce qu'ils ont été consommés, de quelle manière et pour quelles raisons. L'intérêt, ça va être de comprendre le profil de son bâtiment et ses profils de consommation. C'est des profils qui peuvent changer au cours du temps, en fonction de la saisonnalité par exemple. L'hiver, on va voir qu'avec l'utilisation du chauffage, on a tendance à avoir une hausse de la consommation. Pour l'illustrer, on vous a mis ici un profil d'activité entre un lundi et un dimanche. Quand vos locaux sont ouverts ou quand vos locaux sont fermés, on peut voir d'ores et déjà qu'on a déjà des différences importantes sur les courbes de consommation. Donc ça, c'est une courbe de consommation. Et on voit que le lundi, par exemple, là, on va plutôt être la journée parce qu'il y a des usages très importants. On voit ces pics qui sont bien plus intenses que le dimanche où il n'y a personne. Toutefois, il en demeure qu'on continue de consommer même quand il n'y a personne dans les bâtiments. Il y a toujours des usages qui sont en veille, c'est le talon énergétique. Et s'intéresser notamment à l'inactivité, ça peut être un premier gisement d'économie qu'il est facile d'aller chercher parce que ça ne va pas impacter les habitudes. Et on va demander entre guillemets à peu de monde de faire des efforts. Ça va être assez simple à mettre en place. Vous le verrez dans les actions qu'on va vous présenter par la suite. Impliquer ses occupants, pourquoi est-ce que c'est important dans cette partie vraiment comprendre ses consommations? Eh bien, ça permet d'identifier, quand on voit des anomalies, des hausses ou des baisses, de le relier directement à un usage. Les occupants, il ne faut pas oublier que c'est les premiers usagers de vos bâtiments, c'est eux qui vont connaître. Si jamais ils mettent en route une machine, ils le savent. S'ils ont fait une impression de 200 photocopies ce jour-là, ils le savent, que la photocopieuse a été utilisée et que du coup, il va y avoir un pic qu'on va retrouver. Ça permet des fois d'identifier des variations de consommation qui sont des fois des anomalies ou alors des erreurs, mais des fois c'est tout simplement normal. Si vous organisez une journée porte ouverte dans vos bâtiments, il est logique, avec plus de personnes, plus de gens, plus de va-et-vient, que vous allez avoir une consommation qui est plus importante. Mais à ce moment-là, il n'y a pas lieu de s'alarmer parce que vos collaborateurs vous auront expliqué que c'est une activité normale et qui était prévue. Il ne faut pas s'alerter dès qu'on voit une augmentation de sa consommation, c'est ça qu'on veut dire. Et le meilleur moyen d'avoir des garde-fous et d'avoir de l'analyse humaine, c'est de demander aux personnes quels ont été leurs usages et leurs activités dans la journée. Un exemple de comment est-ce qu'on peut paramétrer, je vous parlais de l'activité, de l'inactivité. Là, vous avez l'usage d'un chauffage sur une plage horaire de 24 heures, en rouge quand il est allumé, en gris quand il est éteint, et on vous a fait le distinguo entre l'ouverture de vos locaux, l'occupation de vos bâtiments, et du coup, on a mis en évidence que le chauffage sur cette période-là, entre 6 heures et a priori 8 heures, et de 18 heures jusqu'à peut-être 21 heures, 22 heures, en fait, c'est du fonctionnement qui aurait pu être évité. Tout simplement parce que vous vous êtes renseigné et vous savez que personne ne part de votre entreprise a priori à 21 h ou 22 h. Selon vos fonctionnements, bien entendu, c'est à adapter, mais c'est un exemple qui est fictif ici, mais qu'il n'est pas rare de retrouver dans pas mal de fonctionnements d'établissements. Donc comprendre ces usages énergétiques, ça permet d'identifier notamment ce type de programmation et de dysfonctionnement. Étape suivante, c'est super, on connaît notre établissement, on connaît les usages de notre établissement, on a compris pourquoi est-ce qu'on faisait fonctionner quel équipement à quel moment. On va pouvoir maintenant mettre en place d'ores et déjà des premières actions, exploiter ces données pour identifier donc des levées d'action. C'est ce qui nous amène à l'étape d'agir. Un seul réel conseil que je peux vous donner aujourd'hui sans connaître vos situations, parce qu'évidemment vos plans d'action vont dépendre des 2 précédentes étapes, mais ce qu'il faut retenir, c'est impliquer vos occupants dès le départ. Vos collaborateurs vont être les personnes à qui vous allez demander de faire des efforts et d'agir aujourd'hui pour maîtriser leur consommation. C'est pour ça qu'il faut les impliquer dans la démarche, notamment pour maximiser ces résultats. On remarque qu'il y a 3 grands intérêts à les impliquer dès le départ. Donc, déjà, ils peuvent être une source d'idées. Dès le début, ils peuvent avoir envie de mettre des choses en place. On l'a vu, c'est un intérêt qui est grandissant aujourd'hui pour les collaborateurs. Ils aiment être partie prenante de ce type d'action. Co-construire du coup ce plan d'action en équipe, fédérer ces équipes, faire les émulsions des idées et surtout pouvoir identifier les freins. Parce que des fois, quand on a, nous, la tête un petit peu dans le guidon, qu'on s'intéresse à nos consommations, on ne va pas visualiser les premiers freins que eux pourront identifier de suite parce que ça va impacter directement leurs usages et leur fonctionnement et leur activité quotidienne. Et ces freins, si on les identifie en amont, eh bien, on va pouvoir déjà réfléchir avec eux comment les lever, comment adapter notre action pour qu'elle soit la plus efficiente possible. Ça évite notamment d'avoir travaillé pendant X temps sur un plan d'action qu'on va proposer et imposer directement aux collaborateurs qui ne vont pas mettre en place parce que ces freins-là, eux, ils vont les rencontrer et nous, on ne les aura pas identifiés forcément en amont de notre point de vue. Impliquer ses salariés, du coup, vraiment le meilleur moyen de maximiser ces plans d'action, d'avoir les idées les plus pertinentes et du coup une efficacité maximale. Vous avez ici quelques exemples d'actions et d'éco-gestes. Je vous le rappelle, on reste sur de l'action simple, on est sur de la sobriété, on va travailler sur les usages et les comportements pour impliquer les personnes de manière, on va dire, pas trop violente et surtout de votre côté avec des investissements qui vont être maîtrisés et qui pourront évoluer au cours du temps.
Là, on se concentre principalement sur le confort thermique parce que je vous l'ai dit, c'est l'usage principal de vos consommations d'énergie aujourd'hui, de votre électricité. Mais ça ne veut pas dire pour autant qu'on ne peut pas s'intéresser aux autres postes de consommation, les fameux usages spécifiques, l'eau chaude sanitaire et toutes les autres activités que vous avez, notamment parce qu'il y a des économies à aller chercher et parfois c'est des gestes qui sont très simples à mettre en place, donc à ne pas négliger. Peut-être pas prioritaire dès le début, mais à ne pas négliger et à inclure bien évidemment dans vos plans d'action. On arrive maintenant au moment où on a défini sa situation de départ, trouvé nos objectifs, trouvé les actions qu'on va mettre en place pour les atteindre. Notre plan d'action se passe, il s'est déroulé quelques semaines, quelques mois en fonction des actions que vous avez choisi de développer. Et maintenant, il faut mesurer les résultats. Alors c'est une étape qui est hyper importante mais qui est parfois oubliée. Vous avez travaillé pendant X temps sur votre plan d'action, vous l'avez mis en place, mais vous ne savez pas si ça a tiré des bénéfices. C'est pour ça qu'il faut mesurer les résultats. Est-ce qu'on a réussi à avoir une réduction de notre consommation ? Oui, non. Oui, super. Combien de pourcents ? Non. Pour quelles raisons ? Est-ce qu'il y a des choses qu'on avait mal faites, qu'on va devoir rectifier, des freins qu'on n'avait pas anticipés malgré tous les efforts qu'on avait mis au préalable ? Et c'est pour ça que c'est super important de pouvoir mesurer, notamment pour le pérenniser également. Deux grandes manières de mesurer son efficacité. Donc, je parlais de la consommation pure et dure. On va s'intéresser au nombre de kilowattheures qui ont été consommés, mais aussi au niveau, un feedback un peu plus qualitatif qu'on va pouvoir demander du coup aux occupants. Est-ce que vous avez appliqué ce plan d'action ? Est-ce qu'il vous a paru réalisable ? Comment vous l'avez mis en place ? Est-ce que vous avez identifié d'ores et déjà des améliorations qu'on va pouvoir implémenter dès la prochaine itération ? Ou au contraire, des freins qu'on va devoir lever et auxquels on va devoir apporter une attention importante pour la prochaine fois ? L'idée de ces étapes-là, vous l'avez vu, j'ai peut-être pas réinventé l'eau chaude, ça va paraître du bon sens, du bon fonctionnement, on n'y pense pas forcément. L'idée de cette roue que je vous ai présentée, c'est de pouvoir le matérialiser. L'objectif final, c'est vraiment de pouvoir pérenniser les actions. On commence par des premières actions qui ont des résultats. Comme on les a mesurées, on sait pertinemment ce qui a fonctionné, ce qui n'a pas fonctionné. Ça nous permet par la suite d'engager des actions qui peuvent être parfois plus techniques, qui vont demander parfois plus d'investissement, qu'ils soient financiers ou en termes de temps ou en termes de ressources humaines. Mais vous pourrez justifier ces demandes et les efforts que vous allez demander aux personnes, notamment parce que vous aurez déjà mesuré des premiers résultats et des premières améliorations. Communiquer aux collaborateurs, si on n'a pas de réponse précise de est-ce que ça a fonctionné, ça ne marche pas. Et du coup, on ne peut pas leur demander de faire plus d'efforts si on ne leur a pas déjà donné les résultats des premiers efforts qu'ils ont mis en place. Donc mesurer son activité et ses résultats, vraiment une étape primordiale pour pouvoir réussir à, dans le temps, continuer à aborder des démarches de plus en plus ambitieuses. On se retrouve alors avec notre cercle complet. Donc je le rappelle, 4 étapes principales auxquelles on va rajouter une 5e qui est nécessaire dans chacun des instants de la vie de votre plan d'action. Connaître sa situation initiale, son fonctionnement. On l'a vu, il y a des usages très différents. Je n'aurai pas dans mon entreprise les mêmes usages que vous, monsieur, par exemple. Et c'est pour ça qu'il faut bien prendre le temps de poser la situation de départ. Comprendre, faire parler ces données, avoir des chiffres pour des chiffres, c'est pas intéressant, on ne peut rien en tirer. Donc, ça faire accompagner par des gens qui connaissent, des conseillers énergie. Il y a parfois des collectivités qui en mettent à disposition. Il y a des entreprises qui peuvent vous accompagner de ce côté-là. N'hésitez pas à aller chercher de la donnée. Sur Internet, vous avez plein de ressources qui existent également. Faire parler ces données pour comprendre les usages. Encore une fois, on travaille sur les usages. On a notre donnée, nos usages. On va agir dessus. Mesurer nos résultats pour pouvoir communiquer dessus, justifier des efforts qu'on a mis en place et récompenser les efforts via des résultats qui sont positifs. Et on retourne sur l'étape de connaître. Une fois qu'on a fait ça, on a une nouvelle situation parce qu'on a potentiellement réduit nos consommations et on est prêt à engager de nouvelles actions. Voilà pour cette présentation qui se voulait volontairement très rapide. On est sur des salons, je sais que vous avez peut-être envie aussi de retourner voir des exposants. Je vous propose quand même un temps d'échange, de questions-réponses si vous voulez. On a un deuxième micro à disposition, donc n'hésitez pas. Est-ce que vous avez des questions ? Là, c'est bon ? Oui. Bonjour. Donc, ma question, c'était par rapport aux consommations d'énergie électrique. Est-ce que vous incluez un facteur lié aux conditions climatiques ? Alors, les conditions climatiques, c'est effectivement très important. Et c'est pour ça qu'on a notamment cette étape de comprendre, je vous remets voilà, le schéma, qui va être la donnée pour la donnée n'est pas forcément bonne à prendre telle qu'elle. Il faut toujours la mettre derrière à une situation.
Par exemple, vous pouvez avoir mis en place un super plan d'action, des collaborateurs qui se sont investis et qui ont fait tout comme il fallait, et pourtant une consommation qui a augmenté ou qui est restée stable. Et bien peut-être qu'en fait, entre le moment où vous avez pris votre situation de référence et le moment où vous l'avez appliqué, on est passé de août à novembre, et entre-temps on a allumé le chauffage, qui était un usage qu'on n'avait pas au moment où on a mesuré nos consommations. C'est pour ça qu'il faut toujours les faire parler, ces données, et il y a forcément une hausse de la consommation énergétique quand les températures diminuent pour qu'on conserve un confort quand même important. Dans le tertiaire, c'est vraiment un usage, le chauffage, je le rappelle, c'est le premier auquel il faut porter une importance primordiale. Oui, donc ça c'est le cas par exemple d'un mois sans chauffage à un mois avec chauffage, et par exemple d'une année sur l'autre, où on va avoir un hiver plus rigoureux ou un été plus rigoureux qui fait qu'on va avoir plus d'utilisation de climatisation. Ça, malheureusement, il n'y a pas de réponse miracle. Il faut regarder, étudier, essayer de les mettre en comparaison. Si effectivement on a un hiver qui est beaucoup plus froid, peut-être qu'on a beaucoup plus chauffé, ou peut-être même qu'avec le temps, notre système de chauffe est devenu moins performant, et du coup on a dû le faire marcher à un plus haut régime. Ça, c'est des analyses qu'il faut mener au cours de la vie, qu'il faut continuer d'étudier et comparer. Encore une fois, c'est pareil, regardez uniquement le prix de sa facture, ça n'a pas vraiment de sens, parce que si vous payez votre mégawatt, par exemple, ou votre kilowatt, un certain montant, et que vous le payez plus cher l'année d'après, peut-être que votre facture elle a augmenté alors que vos consommations ont diminué, par exemple. Donc c'est pour ça que c'est vraiment cette étape de comprendre, ne pas prendre la donnée brute telle qu'elle, mais essayer de l'identifier, de trouver les causes, et interroger ses collaborateurs, notamment sur ces notions de ressenti, de confort thermique. Ils pourront vous le dire, en fait cet hiver on a eu vachement plus froid que l'hiver dernier, du coup on a mis le chauffage plus chaud. Et à ce moment-là, cette anomalie du coup de consommation, qu'on identifiait au départ comme une anomalie vu qu'il y avait une hausse de notre consommation, n'en est peut-être pas une, et c'est peut-être juste du fonctionnement classique de votre établissement. Merci à vous. Si vous n'avez pas de questions qui vous viennent dans l'immédiat, je vous le rappelle, on est juste ici. N'hésitez pas à venir vous voir. Venez essayer aussi notre jeu Wattline. On pourra faire des parties en groupe si vous voulez vous intéresser un petit peu aux ordres de grandeur de la consommation énergétique. Et je vous remercie du coup d'avoir pris du temps.